Alassane Dramane Ouattara. Ce nom-là, ça peut te donner des cauchemars la nuit. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire le nom, quand on te dit Alassane Dramane Ouattara, ça te donne des cauchemars. Alassane Dramane Ouattara. Tu as des cauchemars, tu as des frissons. Tu as des frissons, c'est vrai. Ça de lui vous parler comme ça. Hein? Il est mort, hein? La CPI, Alassane Ouattara peut pas aller à la CPI. C'est pas possible. Si Soro parle, il est mort dans le film. Ils vont le faire disparaître. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont disparu? On ne sait pas où ils sont. C'est-à-dire, ils viennent, la nuit, ils sont encagoulés, ils viennent, ils prennent Soro. Disparu. On ne sait pas où Soro est parti. Dans le monde entier, on met satellite, on appelle les Russes, on appelle les États-Unis, on appelle les Israéliens, on dit chercher Soro sur la terre. Sur la surface de la terre. On ne peut pas le trouver. Soro, il connaît. Où il est là, il a. Est-ce que vous le voyez parler maintenant? Est-ce que vous voyez Soro parler? Il peut essayer. Mais s'il échoue, ils vont le tuer. Il ne peut pas essayer de faire un coup de... Parce que s'il échoue, ils vont le tuer. C'est comme ça. Si tu échoues, s'il échoue, il a la chance, c'est qu'ils vont l'envoyer à la CPI. S'il n'a pas la chance, ils vont le tuer. Soro détient des secrets de la rébellion. Ouattara a des secrets de la rébellion. Les deux là, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Je doute même fort que Soro aille à la CPI. Parce qu'ils ne vont pas le laisser aller là-bas. Parce qu'il va parler. Là, il a le dos au mur. Lui aussi, il va parler, il va se défendre. Il va dévoiler beaucoup de secrets. Donc, ils vont le laisser comme ça là. Est-ce que vous voyez? Ils vont le laisser comme ça dans son petit coin là. Soro a dit quoi? Est-ce que vous avez écouté les vidéos de Soro? Soro dit, s'il parle là, s'il parle, beaucoup de gens vont tomber, beaucoup de choses. Il dit, il préfère garder ça dans son ventre. Parce que s'il parle, il connaît la puissance de frappe de Alassane Ouattara. Moi-même, je suis ici, là. Je connais sa puissance de frappe. À plus forte raison, Soro Guillaume, qui a fait rébellion avec Ouattara, lui, il ne connaît pas la puissance de Ouattara. Moi-même, je suis là, je connais la puissance de Ouattara. C'est Soro qui ne connaît pas la puissance de Ouattara, il est que le même. À cause de ces vidéos qui circulent de ce Balthazar, hein, donc beaucoup sont en train de montrer du doigt les femmes, accusant les femmes d'être des trompeuses, voilà, d'être des femmes infidèles. Et là, ça y va de partout. Il y a un même qui a fait un roman dessus, en train d'expliquer l'infidélité de la femme, en train de dire beaucoup de choses sur la femme. Alors, excusez-moi, je suis un homme avec tout ce qu'il faut, voilà. Donc, je suis un homme, voilà. Donc, loin de moi, hein, celui qui veut se jouer l'avocat des femmes. Mais il faut, à un moment donné, arrêter. Arrêter de confondre tout. Voilà. Balthazar, comme vous l'avez nommé, ce monsieur Bissau équatorien ou je sais pas quoi, Guinée, Bissau, ce monsieur qui est d'une institution financière de la Guinée équatoriale qui s'est fait filmer dans ses ébats sexuels, beaucoup se sont permis d'interpréter cela parce que il avait plein de conquêtes. On lui octroie plus de 400 vidéos de ce schéma-là. Et donc, dans chaque vidéo que certains voient, le monsieur, il change de partenaire. Donc, alors, on ne voit pas
le responsable, coupable de toutes ces vilaines choses, mais tout de suite, on snob la femme. On monte du doigt la femme, on accuse la femme. Elles sont, je crois, victimes d'une réalisation pour certaines, parce que quand nous regardons, on voit que il y a, elles regardent la caméra, donc elles savent qu'il y a une caméra qui les filme, mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Bref, je ne cherche pas à défendre, mais je veux dire d'arrêter d'accuser inutilement l'infidélité de la femme. Tout le monde est infidèle, tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas un qui montre sa fidélité plus que l'autre. Donc, il faut arrêter de commencer à tout mélanger, de commencer à tout mettre, c'est-à-dire à chaque jour que nous nous levons, il y a un dossier, il y a un nouveau dossier, il y a quelque chose qui apparaît. Donc, moi, ce que je veux dire, monsieur surnommé Balthazar, ce directeur d'institution financière, a fait quelque chose de dangereux, de répréhensible. Voilà, quelque chose de répréhensible. Donc, il ne faut pas tout de suite chercher coupable ailleurs. Je vous ai toujours dit, on prend la victime pour être coupable et on prend les coupables comme des victimes. Beaucoup de femmes à travers cette vidéo auront des leçons à prendre. Mais beaucoup d'hommes aussi à travers cette vidéo doivent prendre des leçons. Nous sommes tous trompeurs. Il faut faire attention. Il faut faire attention dans la vie. Une année, en Côte d'Ivoire, j'ai quitté à Achma. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'hôpital militaire d'Abidjan. J'ai quitté à Achma et vous voyez la côte pour rentrer aux 2 plateaux. Je prenais la côte à pied parce que j'avais un collègue qui devait venir me chercher en voiture. Je ne savais pas qui devait venir me chercher, mais il m'a appelé pour me dire qu'il vient me chercher. Voilà. Donc, en me remontant la côte à pied, je me suis arrêté. Il y avait un lavage auto là. Pour ceux, je parle de mon année. Voilà, les années où j'étais encore à Abidjan, c'est de ça que je parle. Donc, on va dire 2009-2010 par là. Je montais pour aller vers les 2 plateaux. Et à gauche, il y a un lavage auto. Et à côté de ce lavage auto, il y avait une jeune dame claire, une jeune fille claire, de teint très clair, qui, quand tu la vois, tu vas penser même que c'est une métisse. Elle vendait des produits cosmétiques sur une table et elle avait en même temps, à ce même endroit-là, elle avait la cabine téléphonique. Donc, elle gérait cabine téléphonique. Donc, en attendant que mon collègue vienne me chercher sur cette voie-là, je me suis assis à côté de cette dame et elle avait son téléphone personnel et son téléphone pour les appels. Et au moment où on était assis côte à côte, je la taquinais, on causait, elle avait son téléphone à main, elle mettait un clip. Il y a un clip d'un artiste qui passait. Donc, on écoutait le clip, la musique ensemble. Et puis, on l'a appelé pour aller appeler pour la cabine. On l'a appelé pour qu'elle passe, voilà, elle gère sa cabine. Donc, elle m'a laissé son téléphone. Je ne sais pas pourquoi elle a eu trop confiance. Elle m'a laissé son téléphone et elle allait donner le truc pour la cabine téléphonique. Les amis, partagez, mettez des cœurs. Voilà, même si ça vous fait mal que j'essaye de parler, de dire aux femmes de faire attention, ce n'est pas aux hommes aussi que je ne dis pas de faire attention, vu que moi-même je suis un homme. Donc, je vais y arriver, mais ne vous sentez pas offusqué, ne vous sentez pas frustré, ne vous pensez pas que je suis ici pour vous snober, pour vous casser, pour casser du sucre dans votre dos. C'est pas ça mon objectif. Je vais parler politique, mais je commence mon introduction par cette histoire. Parce que actuellement, ça enflamme la toile. Je sais même pas qui c'était ce monsieur, mais en lisant les messages et tout, les commentaires, j'entends que ce monsieur a eu des ébats sexuels avec plein de femmes et des femmes de responsables politiques, de femmes de directeurs de société, des femmes de ministres. Donc, ça m'a interpellé et j'ai dit que je vais faire en introduction un passage rapide sur lui, mais au fur et à mesure, comme c'est en direct, quand on développe, ça amène à aller loin. Donc, je reviens sur mon sujet, ma parenthèse que j'ai ouverte, je vais la fermer tout à l'heure. Donc, cette jeune dame au pays, sur cette voie-là,
m'a donné, comme on appelle, son téléphone et elle allait faire son appel. Elle était là-bas et le clip est terminé. Donc moi, voulant voir, puisque c'était un clip qu'elle avait dans ses vidéos, dans son album photo, donc moi, voulant prendre peut-être une autre vidéo ou bien truc, je suis rentré dans son menu, dans son album photo et j'ai vu une vidéo, c'est-à-dire dès que j'ai vu l'image, ça montrait déjà que il y avait du sexe là. Il y avait quelque chose qui se passait. Donc j'ai cliqué dessus. Curiosité pour curiosité. Mettez des cœurs, les amis. Mettez des cœurs et partagez cette vidéo-là. Curiosité pour curiosité, j'ai cliqué dessus. Les amis, je tombais des nues. Je tombais des nues parce que à cette année-là, je crois que c'était cette année, il y avait une dame qui s'était fait filmer par son directeur, par son responsable, dans son bureau, en train d'effectuer des ébats sexuels, et ça avait pris tout Côte d'Ivoire. Il paraît que cette dame était mariée, et je ne sais pas si vous avez vu l'histoire. L'ordinateur étant en panne, celui qui a réparé l'ordinateur a enlevé dedans la vidéo qui avait circulé dans toute la Côte d'Ivoire. J'étais encore à Abidjan quand j'avais vu cette vidéo-là. Et cette vidéo a fait qu'il devait donner conseil. Donc, j'ai cliqué sur la vidéo dont je parle. Je clique dessus. Qui je vois en action? La fille qui gère la cabine téléphonique. La fille qui gérait le téléphone là, c'est elle que je vois en action. Elle est couchée, jambes écartées. Un mec est en train de la filmer avec son téléphone. Et il filme son sexe. Il filme le visage de la dame. Il filme lui-même son sexe dans le sexe de la dame. Et il filme ses gémissements et tout. Les amis, j'ai été choqué. Je l'ai reconnue puisqu'elle était là, juste à côté de moi. Juste en train de faire appel là. J'ai su que c'est elle, puisque c'est elle qui était couchée là, effectivement, en train de se faire mourou, on va dire ça comme ça, par quelqu'un qui la filmait. La personne ne se filmait pas elle-même. Mais la personne filmait cette jeune fille-là. Et j'étais tellement concentré sur j'étais tellement concentré sur l'image, sur la vidéo, qu'elle a su de loin que je n'écoutais plus le clip, la musique, et que j'étais un peu trop concentré sur son téléphone. Du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui est venu dans sa tête. Elle a couru, elle a dit, hey, attends, tu regardes quoi? Et j'ai enlevé la vidéo, j'ai recliqué sur la vidéo du clip, et quand elle est arrivée, le clip reprenait. Elle a dit, non, tu ne regardais pas le clip. Et je lui ai dit oui, je ne regardais pas le clip. Tu as fini ton truc de téléphone? Elle a dit oui. J'ai dit, voilà, assieds-toi. Jeune fille, tu es une très belle femme. Effectivement, je ne regardais pas le clip. Je regardais une vidéo de toi en train de te faire couiller par quelqu'un. C'était qui l'appelle? Elle dit, donc c'est ça. J'ai dit, calme-toi. Je suis ton grand frère. Je ne suis pas de ta famille, mais je suis un grand frère pour toi. Ce que je viens de voir là, celui qui t'a filmé, était-il ton homme ou un copain de passage? Elle m'a dit c'était mon copain. J'ai dit c'était. Donc ça veut dire vous n'êtes plus ensemble. Elle dit on n'est plus ensemble. J'ai dit c'est avec quel téléphone il t'a filmé? Elle dit c'est avec son téléphone. Non, elle a dit avec mon téléphone. J'ai dit ok. Si tu as filmé avec... non, elle dit avec son téléphone. Et puis il m'a envoyé la vidéo quand on s'est séparés. J'ai dit ok. J'ai dit jeune fille, faut déjà, la première des choses, supprimer cette vidéo dans ton téléphone, va dans Corbeil et supprime ça là-bas encore. Parce que tu mets ta vie en danger. Tu mets ton corps en danger. Tu mets ta dignité en danger. Supprime cette vidéo-là. Et puis, comme tu dis, ça vient de lui, prie Dieu pour ne pas qu'un jour, il fasse passer cette vidéo quelque part. Il dit, tu as vu, j'avais ton téléphone. J'aurais pu transférer la vidéo sur mon téléphone. J'aurais pu transférer ça sur mon téléphone. Et puis, toi-même, même si elle n'est pas transférée sur mon téléphone et que tu gardes la vidéo dans ton téléphone, tu sais que le téléphone tombe en panne. Elle dit oui. Si quelqu'un va réparer ton téléphone, il est capable de fouiller. Parce que quand ils veulent réparer le téléphone, ils peuvent le faire tout de suite. Mais ils vont te dire non,
faut passer dans 2 heures. Ça, c'est quand ils sont gentils. Sinon, ils vont te dire le lendemain. Laisse ton téléphone ici, reviens le lendemain. Mais ton téléphone qui reste là, tu as archivé des choses. Tu as gardé des choses dedans. Tu as des dossiers même peut-être dedans. Tu as peut-être même ton numéro, tes mots de passe, tes codes. Tu as toute ta banque, tout ça là-dedans. Imagine que tu laisses à ce réparateur pour 2 jours, ou pour 1 jour, ou pour 2 heures, ou même pour 1 heure. Il est capable de transférer tes données dans son téléphone, tes vidéos dans son téléphone, tes messages dans son téléphone. Et demain, sans vergogne, il va balancer ça sur les réseaux sociaux ou quelque part. Ou même, s'il n'était pas trop réseaux sociaux, il va envoyer à un ami et cet ami va envoyer à un autre ami et d'un autre ami à un autre ami. Demain, tu vois ton corps sur les écrans partout. J'ai dit à cette jeune fille de supprimer la vidéo. Elle, au moment où je parlais, les amis, elle coulait les larmes. Elle a commencé à pleurer. Parce qu'elle a vu la hauteur de la bêtise qu'elle a faite. La hauteur de la bêtise. Un homme, et c'est juste ça, je vais quitter sur ce sujet-là. Un homme qui te dit qu'il veut te filmer, quels que soient les milliards qu'il va te donner, chère femme, il faut refuser. Ça, c'est si tu as demandé. Ça fait qu'il y a des femmes, qui ont toujours eu peur. Parce que, regarde, nous qui faisons des vidéos, comme ça, quand j'ai rencontré ma femme, un moment, elle était un peu sceptique. Elle était un peu hésitante. Elle avait un peu de peur, de crainte. Parce qu'elle disait que on fait des vidéos. Et ayant vu d'autres cyberactivistes faire des vidéos et même dénuder la femme avec laquelle ils ont couché sur les réseaux sociaux, quand je parle de ça, c'est-à-dire déshabiller la femme en l'insultant, en rentrant dans son intimité, en traitant la femme de tous les noms, la femme avec laquelle ils ont couché. On connaît ceux qui le faisaient. Hein. Ils salissaient les femmes dans les vidéos. Ils disaient même qu'ils avaient des preuves vidéographiques de ces femmes-là. Donc, ça a fait que les femmes ont commencé à craindre, en tout cas certaines femmes ont commencé à craindre de coucher même avec un activiste politique ou même un cyberactiviste ou un blogueur. Et moi, la femme avec laquelle je suis, craignait ce côté-là. Elle disait, j'ai peur. J'ai peur parce que je ne sais pas, peut-être que tu as mis une caméra quelque part ou bien tu es en train de me filmer. Je lui ai dit, ce n'est pas... Il faut regarder l'homme avec qui tu sors. S'il est irresponsable, c'est là que tu vas parler comme ça. L'homme avec qui tu es, si c'est un homme irresponsable, je répète, irresponsable, c'est là que il va aller jusqu'à ça. Et je lui ai donné des exemples. Sur les réseaux, j'ai connu des personnes, je parle de mon exemple moi-même, pour que vous puissiez mieux comprendre. J'ai connu des personnes sur les réseaux que je n'ai pas vues de mes propres yeux vis-à-vis dans la vie réelle, mais que virtuellement, on a échangé et ces personnes m'ont amené leur nudité en vidéo, en photo. Et j'ai conseillé à ces personnes de ne pas le faire. Jamais le faire. Je l'ai dit. De ne pas le faire. Et ces personnes, se rendant compte qu'elles venaient de faire des erreurs ou une erreur, ont commencé à me demander pardon. Faut pas nous exposer. Faut pas mettre ma photo. Faut pas mettre ma vidéo sur Facebook et tout. Je leur ai dit, j'ai supprimé depuis. J'ai supprimé. Je sais que si ces personnes sont là, parce que ceux qui nous regardent, on ne sait pas qui est qui. Ceux qui nous regardent là, on ne connaît pas derrière la caméra qui nous regarde. Mais si ces personnes-là sont là, parce que ce n'est pas une seule femme qui a fait ça, il y a plusieurs femmes. Et je ne vous parle pas des moindres. Des femmes, des générales. Des femmes, des généraux. Des femmes, des militaires, des généraux. Des femmes, de certaines personnalités qui m'ont, moi, Hervé Didier, envoyé leurs images, leurs photos nues, leurs vidéos. Vous comprenez? En même temps que ça vient, je leur apporte des conseils. Et moi, je supprime chez moi et je leur dis de supprimer chez elles. Faut pas qu'elles s'amusent à se promener, à faire des trucs comme ça. Quand j'appelle même une personne en vidéo, qu'elle commence à se déshabiller,
Je lui dis, faut arrêter ça. Parce que tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne sais pas qui est en face de toi. Quel est le degré de perversité qui est dans sa tête? Quel est le degré de nuisance qui est dans sa tête? Femme comme homme, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, j'apporte ce conseil à travers ce qui se passe actuellement et j'exhorte les hommes qui sont très pressés, très rapides. Peut-être que dans ta vie, tu as été trompé plusieurs fois par ta femme. Il faut éviter de généraliser. Voyant Balthazar et ses nombreuses conquêtes dans ces vidéos-là, des gens écrivent des choses sur les réseaux en traitant des femmes d'infidélité et en disant que les femmes, oh, elles sont, ou quand tu les vois comme ça, c'est les plus grandes infidèles et tout. Il faut arrêter. Nous sommes tous pareils. Il faut arrêter. Nous sommes tous pareils. Il faut qu'on se donne des conseils, c'est tout. Donnons-nous des conseils au lieu d'accuser. C'est facile d'accuser. Oui, on a vu Balthazar en train de coucher avec différentes femmes. On dit même il y a des femmes de ministres dedans. On dit il y a des femmes de directeurs de société, des femmes de juges et tout, procureurs, tout ça dedans. Au lieu de commencer à pointer du doigt ces femmes-là, il faut que ça nous serve de leçons. Il faut que ça serve de leçons aux femmes. Il faut que ça serve de leçons aux hommes. Oui, aux hommes aussi. C'est un homme qui est en train de s'exhiber à travers les vidéos que lui-même il fait. Et financièrement, il paraît-il qu'il est posé financièrement. Donc, pour que ces femmes-là se donnent à lui, pour qu'elles puissent s'offrir comme ça en direct, en regardant la caméra, tout ça, c'est qu'il a dû déposer des sommes. Mais est-ce que des sommes doivent tourner la tête des femmes? Est-ce que les sommes doivent tourner la tête des hommes? Parce qu'il y a des hommes qui sont prêts. C'est pour cela que, excusez-moi, peut-être je vais faire du coq à l'âne, mais ça va dans le même, ça va dans ce que je suis en train de dire, dans la même lignée. Vous voyez, un jour j'ai attendu, comment il s'appelle? Un artiste que j'aime beaucoup. Yodé Siro. Voilà, mais le second Siro. Je l'ai entendu dans un truc de comédie où ils étaient en train de rigoler, lui, Willy Dombo, tout leur groupe là. Les amis, mettez des cœurs. Tout à l'heure, on était 100 et quelques. On a commencé à descendre parce que il y en a qui n'aiment pas trop qu'on le pointe du doigt ou qu'on défende la femme. Il y en a qui n'aiment pas trop ça. Oh, je suis pas en train de défendre quelqu'un. Je suis en train de donner conseil aux femmes comme aux hommes. Donc, je me positionne en tant que impartial. Je me positionne je ne suis pas neutre, hein, mais je me positionne pour pouvoir être le conseiller des deux camps. Les hommes comme moi, mais les femmes aussi. Voilà. Donc, il faut partager, il faut mettre des cœurs, il faut faire en sorte que cette vidéo parte parce que des gens ont besoin de conseils. Il y a des gens qui n'ont plus de famille, il y a des femmes qui n'ont plus de famille, il y a des hommes qui n'ont plus de famille. Et ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, personne ne peut leur donner de conseils. Ils n'ont pas de grands frères, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. Personne ne peut leur donner conseil. À travers les réseaux sociaux, si tout le monde s'attaque, si tout le monde s'insulte, si tout le monde fait des choses sans donner de conseils, ils ne pourront pas attraper leurs conseils sur le tas. Voilà, on va dire ça comme ça. Ils ne pourront pas attraper leurs conseils. Parce que l'orphelin, il prend ses conseils quand on est en train de, quand celui qui a un papa en train de conseiller son ami, son enfant, l'orphelin prend ses conseils à partir de là. Donc, ceux qui n'ont pas d'amis, de grands frères, de papa ou de maman, je vous donne des conseils. Donc, prenez ça, partagez, tapotez, mettez des cœurs et envoyez cette vidéo partout dans les groupes, dans les inbox. Parce que ce que je dis est très sensé et moi-même, je suis fier de ce que je suis en train de dire. Alors, Yodé et Siro, pour revenir à eux, surtout Siro, a eu à dire avec les Willy Dombo, il parlait d'un truc où il disait combien tu donnes à une femme, hein, combien tu pourrais donner à une femme et tout. Et j'attendais, d'autres disent qu'ils donnent 100 000, d'autres disent qu'ils donnent 150 000 et tout. Et non, d'autres disaient 50 000, voilà. 50 000, 20 000, 30 000. Et puis, il y a un, je sais pas lequel, si c'est Willy Dombo ou qui a dit non, mais ça c'est petit. Il faut donner au moins 200 000. Il dit, moi, quand je veux sortir à une fois, je lui donne 200 000 francs ou 300 000. Et quand il a dit ça,
Siro a dit, ah, toi tu donnes 200, 300 000. On dirait que tu as mes mougous, hein. C'était vite fait comme ça. Les gens ont rigolé de ça. Mais je vous assure que moi, ça m'a interpellé. Venant d'une bouche officielle comme Siro, même cette plaisanterie est de trop. Pour moi, ça devait pas être une plaisanterie, ça. Dire que 200 000 ou 300 000, c'est que moi-même, tu vas me mourir. Et il dit ça à son ami garçon. Donc pourquoi les jeunes woubi au pays? C'est pour ça qu'il dit, il a fait un peu de coq à l'âne, mais ça va dans la même lignée. Pourquoi, au pays, un jeune homme, t'as dit, toi, Siro, pour rigoler, tu dis, si tu donnes 200 000 à une femme, parce que tu veux sortir avec elle, 200 000, 300 000, ça veut dire que moi-même, toi-même, tu es garçon, là, tu peux me mourir si tu me donnes ça. Mais donc, imaginez, ces jeunes qui deviennent woubi dans nos pays. Pourquoi? Parce qu'on leur propose des sommes astronomiques. On leur propose des sommes astronomiques souvent, le plus souvent, de 1 million. Mais un jeune qui voit, on dit on va mourir derrière 1 million, il prend. Parce qu'il se dit 1 million peut décanter des situations chez lui. Vous comprenez? Il ne faut pas propager ce genre de causerie, même si c'est un amusement, il ne faut pas les sortir comme ça. Même si c'est pour plaisanter, il faut éviter de sortir ça. Parce qu'il y a des enfants qui vont écouter ça et qui vont dire, ah, si Siro même peut prendre 200 000 pour se faire mougou. Parce qu'il y a des gens qui prennent, au premier degré, ce qui se dit, hein. Ils ne prennent pas ça pour plaisanterie. Hein. Prendre au premier degré, c'est que tu as dit, s'il a ça, il peut te mougou. Lui, il prend, le petit qui va t'écouter, il prend ça comme ça. Il se dit, donc, tu es capable de te faire mougou avec 200 000 francs. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et j'ai pas trop aimé ça. Voilà, ça a fait rire des gens. Mais moi, vous savez, je suis politique. Je suis un analyste politique. Je vais au-delà de ce que les gens ils disent. Quand ils disent quelque chose, moi, je prends ça et puis je décortique ça et puis je cherche à voir dedans le bon et le mauvais dedans. Bref. Donc, pour revenir à ça, j'ai dit que c'était une introduction, mais vous avez vu, elle a été longue parce que c'est un phénomène. Un phénomène dans nos pays. Et ça, ce qui s'est passé avec Balthazar en Guinée équatoriale, ça se passe en Côte d'Ivoire. Paraît-il même qu'il y a des influenceuses de Côte d'Ivoire avec lesquelles il est passé, puisque ce monsieur était à la CAN qu'on a organisé en Côte d'Ivoire. Donc, imaginez ces ébats sexuels à l'hôtel avec l'argent. Quand ils déposent des dollars, parce que Guinée équatoriale, je ne sais pas si ils ont eux-mêmes leur monnaie ou bien c'est des dollars qu'ils utilisent là-bas. La personne dépose des milliers de dollars, puisque c'est ivoirienne, les femmes ivoiriennes sont tellement belles. Donc, il va se dire, pour coucher avec une femme ivoirienne, il ne peut pas lui proposer 100 000, 200 000 ou 200 dollars, 300 dollars, non. Il va lui proposer au moins 10 000 dollars ou 10 millions de dollars. Non, 10 millions, c'est un peu trop. Mais 10 000 dollars, voilà. Des grosses sommes. Quand elle voit dollars comme ça, beaucoup là, elle sait que c'est plus que franc CFA. Elle va accepter. Et elle va accepter même de se faire filmer. Parce que c'est en échange de cet argent qu'il te demande, il va te filmer, il va filmer vos ébats. Mais ce qu'ils oublient, c'est que voilà, pour malversation financière, pour corruption, il a été pris, il a été arrêté. Et par cette police économique qui a pris ses ordinateurs, ses téléphones portables. Et dedans, dans son disque dur, ils ont découvert des milliers, plus de 400 000, bon pas des milliers, des centaines de vidéos à caractère sexuel, avec différentes femmes, avec femmes de ministres, avec des femmes étrangères, c'est-à-dire des pays africains, des pays européens. Il a plein de vidéos. Et il y a des hommes qui regardent les femmes. C'est-à-dire, en Guinée équatoriale aujourd'hui, le procureur ou le ministre regarde sa femme comme ça. On a vu vidéo là ensemble, hein. Le moron là. Voilà ça, hein. J'espère que dans les 400 vidéos, ton image n'apparaîtra pas. Parce que imaginez la crise cardiaque, hein, la crise cardiaque que peut piquer un homme d'un certain âge. Quelle crise cardiaque il peut piquer
en tombant, quand les vidéos passent comme ça, en tombant sur sa femme, en direct. C'est pas une question de, c'était flou, c'était un peu caché. On cachait même le sexe. Mais on voit des femmes s'écarquiller, s'ouvrir comme ça, devant une caméra, sans vergogne, sans qu'elles aient même un petit pincement au cœur. Elles le font à cœur joie. Et le Balthazar, très heureux de le faire. Comme ça. D'autres des meilleurs profils, c'est-à-dire d'autres se branlent en regardant ces vidéos. D'autres, par contre, accusent les femmes d'être des infidèles. D'autres femmes trouvent que le mec, il a un dispositif qui est très important, qui leur fait plaisir, qu'elles aimeraient avoir chez tous les hommes. D'autres trouvent sa qualité, sa compétence, de choses. D'autres trouvent ça excellent, parce qu'ils voient ça chez les autres. Mais pourtant, peut-être, tout le temps, on les fait ça chez elles, mais elles voient ça ailleurs, donc elles se disent qu'ailleurs est mieux. Il y a plein de choses comme ça, chacun y a tiré son importance. Moi, ce que je dis de ces vidéos-là, ou de ces dires de ces gens, c'est que il faut qu'on fasse attention. Homme comme femme. Homme comme femme. L'être humain est très important. La femme est une reine. L'homme est un roi. Prenons-nous au sérieux. Respectons nos corps. N'acceptez jamais que tu sois un homme. N'accepte jamais qu'une femme te filme. Que tu sois une femme. N'accepte jamais qu'un homme te filme. Je parle du côté sexuel. Pas pour discuter, pas pour échanger, non. Si tu veux, tu peux le faire. Mais côté sexuel, évitez à 100% ça. Même quand le téléphone, l'un ou l'autre, le téléphone de l'un ou l'autre n'est pas actionné par l'un ou l'autre, il faut éloigner même le téléphone. Pour ne pas que, parce que d'autres utilisent les Wi-Fi, même quand ils sont dehors, ils peuvent utiliser ton Wi-Fi pour actionner ta caméra depuis chez toi. Donc quand tu déposes ton téléphone d'une manière qui peut te filmer, eux, depuis leur position, ils peuvent aussi voir ce que tu fais. Le téléphone portable a plusieurs tranchants. Ça peut être bien, ça peut être mauvais. À toi de bien l'utiliser, à toi de faire de ça l'usage qu'il faut pour ne pas que tu sois un jour exposé. Nous tous, nous sommes craintifs. Nous craignons ce que Internet ou le téléphone peut un jour nous faire sortir sans notre consentement. Donc, faisons attention. Ceci étant dit, il a été long sur ce sujet, mais c'est le sujet à la mode actuellement, comme le sujet des Libanais. Comme le sujet des Libanais. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, j'ai changé de sujet, donc mettez des cœurs, on va parler de l'invasion des Libanais en Côte d'Ivoire. J'appelle ça invasion parce que il y a la guerre au Liban. Nous ne sommes pas contemporains de cette guerre. Nous ne sommes ni acteurs, ni provocateurs, ni initiateurs. En tout cas, nous ne sommes ni de près ni de loin concernés par cette guerre. Sauf que ce sont des humains que les gens traquent, quel que soit leur fait, quel que soit ce qu'ils ont pu faire. Les gens les traquent chez eux. Ils fuient pour venir chez nous. Alors, certains Libanais, on a beaucoup de camarades libanais, on a beaucoup de frères libanais. Certains Libanais s'offusquent quand des Ivoiriens commencent à se plaindre et à citer plein de choses sur leur comportement. Cher ami, il y a eu plein de choses qui se sont passées avec les anciens, comme certains nouveaux Libanais vivant en Côte d'Ivoire. Si vous voyez que les Ivoiriens sont très en colère, quand tu les entends parler, c'est avec une rage, c'est avec une colère inestimable. Ils parlent parce que c'est du vécu pour chacun. Beaucoup de familles ont eu à vivre avec des Libanais. Beaucoup de familles ont eu à vivre avec des Libanais, et ont eu à travailler avec des Libanais. Donc, quand des gens parlent, ils parlent de leur vécu. Ils parlent de leur vécu. Donc, les bons Libanais, puisqu'il y a dans toutes choses, il y a toujours des bons grains,
et des mauvais grains. Du côté des Libanais, il y a beaucoup de mauvais grains. Beaucoup de mauvais grains. Beaucoup de mauvais grains. Est-ce dû à leur côté raciste contre l'homme noir? Ou ce sont des conseils d'enfance, une éducation, lavage des cerveaux depuis leur enfance, de génération en génération, qui a fait qu'ils sont dans cette posture? Je n'en saurais dire autant. Mais ce que j'ai dit, c'est que on a constaté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Non seulement du côté des Libanais, mais même du côté des Arabes. Dans les pays arabiques, dans les pays comme la Tunisie, le Maroc, la Libye, on a subi beaucoup de choses. Même le Liban. Même le Liban. Même le Liban. Vous voyez? Donc, et il y a beaucoup d'Africains, et même des Ivoiriennes et Ivoirois, qui confondent entre Libanais, Tunisiens, Marocains. On les confond tous. Ils ont un peu la même tête d'Arabes là, même tête des Turcs là. Donc on les mélange tous ensemble. Ce qui fait que vous verrez d'autres s'énerver, mais ils s'énervent parce que ils ont vécu des choses au Maroc. Ils s'énervent parce que ils ont vécu des choses en Algérie. Ils s'énervent parce qu'ils ont vécu des choses en Tunisie. Donc ils mettent tout ensemble. Ce racisme grossier continue dans ces pays-là. Et beaucoup en ont souffert. Quand ils font retour à la case départ, quand ils font retour au pays, ils en parlent avec beaucoup de dédain. Ils en parlent avec beaucoup de mépris parce que ils ont souffert. Et personne ne peut leur dénier ça. Tous les Libanais vivant en Côte d'Ivoire, qui ont vécu en parfaite harmonie avec des Ivoiriens, comme Sam l'Africain par exemple, qui lui s'est intégré à 100%, qui est vraiment rentré dans le corps de l'Africain, de l'Ivoirien. Beaucoup n'ont pas compris qu'il faut s'intégrer. Et même si tu ne veux pas t'intégrer, mais il ne faut pas mépriser l'autre. Il ne faut pas haïr l'autre. Il ne faut pas piétiner l'autre. Il ne faut pas écraser l'autre. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Et beaucoup de Libanais se sont trompés sur ce chemin-là. Donc ce qui se passe, ce n'est pas une affaire de foutaise. Vous savez, j'aime raconter les histoires qui me sont personnelles. Souvent, quand tu parles aux gens, les gens t'aiment parce que tu parles, tu ouvres ton cœur, tu parles avec tes tripes, tu parles avec ton esprit, tu parles avec ton âme. Les gens, c'est pour ça qu'ils me suivent. Ça fait 10 ans. Depuis 2014, j'ai fait des vidéos. On est en 2024, ça fait combien? Ça fait 10 ans exactement. Exactement, ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Mais ces 10 années-là, est-ce que ces 10 années m'ont apporté quelque chose? Est-ce que ça a apporté quelque chose à mon auditoire? À ceux qui m'écoutent, à mon auditoire, à ceux qui m'écoutent? Est-ce que ça a apporté quelque chose dans ma vie? Ou dans la vie de ceux qui m'écoutent? Ou dans la vie de mes proches? Je dirais positivement, 10 ans après, je dirais oui. D'ailleurs, je prévois faire une petite soirée. Voilà, pour mes 10 ans de carrière, parce que je vois les gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce jour-là, je vais inviter tous les activistes qui font des vidéos. Et on va tous manger ensemble, on va danser, on va inviter des artistes. Je vais faire une soirée comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant que vous êtes là. J'ai toujours agi comme ça, voilà. Souvent, c'est avec vous que je parle, c'est avec vous que je demande des conseils. Donc, vous êtes là, si vous êtes d'accord, mettez des cœurs. Voilà, parce que les artistes qui chantent là, ils font souvent, leur fête de 10 ans de carrière. Ils font soirée pour ça. Jusqu'à ils ont parrain, ils ont marraine, tout ça là. Ils ont directeur artistique et tout ça. Donc, moi aussi, étant sur les réseaux depuis 10 ans, j'ai apporté des choses aux gens. J'ai été méchant pour certains. J'ai été odieux pour certains. Mais j'ai apporté beaucoup de bien. Quand on va mettre ça dans la balance, on va voir que j'ai pesé lourd du côté du bien. Donc, pour cela, moi aussi, je vais faire mes 10 ans de carrière vidéographique au moment où j'étais encore barbe noire, cheveux noirs,
aujourd'hui cheveux grisonnants et barbe blanchie. Tout ça là, je vais aussi faire mes 10 ans de carrière dans la politique, comment on appelle, dans la politique des réseaux sociaux. Voilà. Si vous êtes d'accord avec ça, j'ai dit mettez des cœurs, ou bien vous voulez pas que je fasse mes 10 ans de carrière aussi. Si vous voulez pas, dites-moi, c'est vous qui décidez. Si vous voulez pas, je fais pas. Voilà, on va continuer comme ça. Mais j'ai fait 10 ans, ouais. Et il y a beaucoup qui n'ont pas fait ça. 10 ans où je suis là, en train de toujours parler d'une même personne, le président Laurent Gbagbo. J'ai parlé des Libanais, mais je suis en train de partir dans ma politique de Gbagbo. Ça manque pas. C'est pour ça que d'autres morveux, d'autres cieux, baveux, hein, qui sont des soroïstes, se permettent de m'insulter sur TikTok, de parler hein, en parabole de moi, disant que moi c'est Gbagbo, je prends Gbagbo pour chercher les femmes, je prends Gbagbo pour attaquer Soro. Mais Soro là, attendez, je vais laisser Libanais là même, après on va parler, j'ai un peu parlé des Libanais, vous avez compris. Mettez des cœurs les amis, ce que je disais là, ah, je vois pas les cœurs, donc ça veut dire, ou bien c'est, par exemple, si je veux compter sur ça là, si je veux compter sur ce téléphone là, je risque de ne pas voir les cœurs. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous êtes en train de mettre les cœurs, et puis je ne vois pas, ou bien vous avez décidé de ne pas mettre les cœurs pour ne pas que je fasse mes 10 ans de carrière dans cette histoire de vidéos là. Voilà. Mais on va aller dans la politique un peu. Laissons les Libanais, je vais revenir dessus. Je voulais raconter une histoire personnelle par rapport aux Libanais, mais je vais revenir dessus. Voilà, je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus dans une autre vidéo qui va être typiquement prévue pour les Libanais. Mais je veux profiter, parce que j'ai vu une vidéo que quelqu'un m'a envoyée d'un activiste soroïste en train de... Et ils ont mis mes photos. Ils ont mis mes photos. Donc, il parlait de moi. Il parlait de moi. Il s'agit de Soulé, hein, de Paris, là. Voilà. Comme lui n'a pas osé dire mon nom, je vais lui dire son nom. Vous savez, on veut me faire passer comme étant le méchant loup-garou. On veut me faire passer comme celui-là qui ne veut pas la cohésion. Celui qui ne veut pas le rassemblement des opposants. Celui-là qui toujours s'oppose et qui brandit le nom du président Laurent Gbagbo comme étant son fonds de commerce, comme étant un dieu pour lui. Je le répète ici, encore une fois, à tous ceux qui veulent l'entendre ou qui ne veulent pas l'entendre, mais qui m'écoutent, écoutez-moi très bien. Gbagbo Laurent Gbagbo là, c'est mon Dieu sur terre. Je répète. Gbagbo Laurent, c'est mon Dieu sur terre. Je répète pour la 3e fois. Gbagbo Laurent, c'est mon Dieu sur terre. Il n'est plus ma maman, il n'est plus mon papa. Mon Dieu sur terre là, c'est Gbagbo Laurent. Et je l'ai toujours dit, même quand ma maman était encore vivante. Et j'ai donné les raisons, mais je ne vais pas les dire ici encore. Alors, ceux qui disent que Gbagbo Laurent était un fonds de commerce, vous vous trompez. Gbagbo Laurent, c'est vous qui utilisez Gbagbo Laurent comme fonds de commerce. Parce que votre mentor, Soro Kibafori Diom, a été le détracteur le plus intrépide contre Gbagbo Laurent. Ça a été celui-là qui a été le plus virulent parmi toute cette rébellion-là contre Gbagbo Laurent. Même Ibrahim Traoré, et je dis Ibrahim Traoré, comme Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, n'a jamais osé dire des grossièretés, des méchancetés sur Laurent Gbagbo, plus que Soro Kibafori Diom. Soro Kibafori Diom, il a été au four et au moulin pour descendre, pour casser du Gbagbo Laurent. Il y a une vieille vidéo de lui qui circule encore dans ces 2 jours-là, dans laquelle il disait, il a été reçu en France ici, à une émission. Et dans cette émission, il disait que c'était Gbagbo Laurent qui était l'anti-français, c'est-à-dire Gbagbo Laurent appuyait sur le bouton des miliciens, comme ils le disent, pour que chaque milicien attaque les Français en Côte d'Ivoire. Et que le Nord n'avait rien à voir. Le Nord était très ami avec les Français, mais c'est le Sud. Regardez comment il prononçait les choses. Et ce que je dis, il y a des preuves. Je dis, c'est en vidéo que j'ai vu ça. Où il a été reçu à une émission ici, où il disait ça. Mais c'était grave. C'était grave dans le sens où il voulait faire passer les sudistes pour des xénophobes, pour ceux-là qui étaient des anti-français. Pourtant, ça n'a jamais été le cas. La majorité des Français vivent
au sud, déjà. Quand on dit il y a 15 000 Français en Côte d'Ivoire, là, la majorité vivent au sud. Donc quand il dit qu'au nord, on est amis, moi-même mon voisin, c'est une Française, et ma voisine, c'est une Française, et on est en parfaite harmonie, mais c'est dans le sud qu'il y avait ce sentiment anti-français, c'est faux. Il a menti par le passé. Son mensonge le rattrape aujourd'hui. Il faisait passer le président Laurent Gbagbo pour le xénophobe. Il faisait passer le président Laurent Gbagbo pour le tribaliste. Est-ce que ces thèmes sur des grandes chaînes de télé, est-ce que ces thèmes n'ont pas empoisonné la vie politique en Côte d'Ivoire? Soro Kibafori Guillaume, il a joué pour beaucoup parce que c'est lui qui savait s'exprimer. C'est lui qui a fait la fessie. C'est lui qui connaissait Gbagbo Laurent, mais sauf qu'il mentait sur le président Laurent Gbagbo. Donc vous les soroïstes, est-ce que c'est moi aujourd'hui qui dois être celui-là à blâmer? Surtout que vous, c'est pas que vous les soroïstes. Il y a des soi-disant pro-Gbagbo qui sont même au PPACI, qui ont pris la carte du PPACI pour couverture, qui rentrent dans ton inbox pour que tu viennes répondre. Mais c'est lui que vous avez trouvé pour répondre à Hervé Djidje. Je vous demande, vous, soi-disant PPACI de Gbagbo ou soutenant de Gbagbo Laurent là, c'est sous les départs que vous avez trouvé pour attaquer Hervé Djidje. Mais vous n'avez rien vu. Mais vous avez fait un choix calamiteux. Mais vous êtes honteux et morveux. Parce que quand on regarde ça, quelqu'un comme ça qui bave quand il est en train de faire ces vidéos-là, il est rempli de sueur, on dirait, il a bu l'alcool jusqu'à fatiguer, donc il est dans un état second. C'est un gars comme ça vous envoyez. Je vous dis qu'il y a 10 ans de carrière sur les réseaux sociaux. Lui là, il m'a trouvé dans la vidéo. Donc c'est un petit, c'est un plaisantin. C'est un plaisantin parce qu'il a aligné des adjectifs qualificatifs injurieux. C'est pas ça qui fait de toi un beau parleur. Parce que moi, avec Djidje, je suis écouté. Quand moi, je parle d'un problème, ce problème va au plus haut niveau. Les responsables politiques, les responsables, comment on appelle, gouvernementaux, des personnalités de haut niveau, écoute ce que je dis. Parce que ce que je dis est censé. Ce sont des vrais analystes politiques. Ce que je fais là, ça attire les personnes sensées. Quand je me décide de parler d'un sujet, il y a des oreilles qui écoutent. Même dans l'opposition, même j'ai dit dans l'opposition, même dans le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir là, même parmi eux là, je suis écouté. Et ce que je dis là, ça ouvre leur esprit. Vous comprenez? Ça ouvre leur esprit. Donc, c'est quand vous prenez des plaisantins comme ça pour venir me répondre, mais ayez les couilles nécessaires pour venir me répondre directement. Parce que moi, j'ai dit que vous êtes des arrivistes, vous êtes des opportunistes. Vous avez pris le nom de Gbagbo pour faire une couverture. Parce que vous aviez été rebelles. Et j'assume ce que j'ai dit. Vous étiez des rebelles. Vous étiez avec Alassane Dramane Ouattara et Soro Kibafori Guillaume. Aujourd'hui, vous prenez le nom de Gbagbo pour vous couvrir. Parce que vous savez que Gbagbo revient au pouvoir. Comment faire pour bouffer? Parce que quand Ouattara était au pouvoir, vous bouffiez avec lui. Et comme Soro Kibafori Guillaume a bouffé jusqu'à la dernière minute où on a commencé à le poursuivre, vous avez suivi Soro, mais vous saviez que Soro Kibafori Guillaume n'allait pas vous emmener au palais. Quand vous avez compris ça, la seule personne qui était la personne ressource, c'était Gbagbo Laurent. Du coup, vous avez changé de veste. Vous êtes devenus des Gbagboïstes. Vous avez commencé à suivre Gbagbo Laurent. Mais en réalité, vous êtes là où le soleil brille. Je l'ai dit. Quand vous créiez vos partis politiques, c'était pour les amis. Mettez des cœurs, et puis partagez, parce que vous oubliez souvent quand je suis en train de parler, vous êtes tellement dedans que vous oubliez ce que vous devez faire. Il faut partager. Et continuer à mettre des cœurs. Je vais leur parler pour qu'ils comprennent. Gbagbo Laurent là, vous avez pris Gbagbo Laurent, mais à l'époque, quand vous créiez vos partis politiques là, c'était pour faire quoi, au juste? C'était pour faire quoi? Vous aviez créé vos partis politiques pour être des candidats face à Gbagbo Laurent. Ce que Blé Goudé fait aujourd'hui, et puis on dit, pourquoi il a créé son parti politique?
S'il était vraiment l'enfant de Gbagbo, il allait suivre le président Laurent Gbagbo. Pourquoi il a créé son parti politique? Donc, désormais, il est adversaire. Vous étiez adversaire de Gbagbo Laurent à travers vos partis politiques. C'est parce que vous avez vu l'homme, vous avez vu la puissance de l'homme. Vous avez vu que depuis qu'il était en prison, toujours les gens partaient à la haie. Les gens n'ont jamais fléchi, n'ont jamais faibli. Ils étaient tout le temps derrière lui. Ça là, vous avez vu ça? Ça vous a donné envie. Ça vous a donné envie de revenir avec lui. De revenir à la maison avec lui. De travailler avec lui. De chercher votre place, un poste dans son truc, dans son parti politique. Donc si vous êtes dedans là, les anciens comme nous là, respectez-nous. Quel que soit le rang que vous avez, vous devez nous respecter. Parce que nous, on n'a jamais tergiversé. On n'a jamais changé. On n'a jamais créé parti politique contre Gbagbo Laurent. On est resté FPI, on est devenu PPACI. Sans passer ailleurs. Donc vous devez nous respecter. Et comme vous n'avez pas assez de couilles pour venir nous parler directement, vous passez par des individus comme Soulé de Paris. Soulé de Paris, c'est à vous il fait peur. C'est vous qui fait peur. C'est à vous qui fait peur. Des plaisantins. Vous passez par eux, vous partez leur donner des messages. C'est Hervé Guégué qui est le radical du groupe. C'est lui qui refuse complètement qu'on soit avec les soroïstes. Donc lui là, faites-lui sa sauce. Faites-moi ma sauce. Ça fait 10 ans que j'écoute vos sauces là. Je goûte à vos sauces même et puis je ne vois pas goût dedans. Parce que vous ne savez pas cuisiner. Vous ne savez pas cuisiner. Vous êtes des sales personnes. Vous ne savez pas cuisiner. Vous, souvent vous mettez sel jusqu'à ça dépasse. Souvent vous mettez piment jusqu'à ça dépasse. Souvent vous mettez huile jusqu'à ça dépasse. Vous ne savez rien faire. C'est nous qui savons faire les bonnes sauces. Quand moi je suis en train de parler de toi, je suis en train de te cuisiner, mais avec beaucoup d'aisance. Il n'y a pas besoin de crier. Il n'y a pas besoin de suer. Il n'y a pas besoin de vomir, de baver pour pouvoir te dire la vérité, mon frère. Quand on te voit en train de parler d'Hervé Guégué qui trempe comme ça, ouais, lui là, il croit qu'il est qui? Et on ne le connaît pas. Il cherche les femmes, il est dans la chambre des femmes. Tu te trompes, mon frère. Je ne suis pas dans la chambre des femmes. Je ne suis pas dans la chambre des femmes. Et puis, Dieu merci même, si je suis dans la chambre des femmes, moi au moins, je ne suis pas un béar. Je ne suis pas un woubi. Donc Dieu merci que je sois dans la chambre des femmes. Je me traite de gigolo. C'est quoi être gigolo? Être gigolo, c'est quoi déjà? Être gigolo. On m'a connu où? On m'a connu en faisant mes vidéos et étant avec une activiste aussi, politique, une artiste, paix à son âme. Aujourd'hui, cette artiste n'est plus. Donc, loin de moi de parler d'elle de façon négative. C'est pas mon genre. Elle a été bien dans sa vie. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. C'était une belle âme, une belle personne. Donc, je préfère m'arrêter là. Parce que je vous entends dire beaucoup, gigolo, gigolo. Mais j'ai toujours travaillé dans ma vie. J'ai travaillé. Depuis que je suis vivant, je travaille. Et ici, je travaille. Même quand j'avais eu un accident, je travaillais. J'étais allé travailler, même étant blessé, ayant eu fracture. J'étais au travail. Et mon travail consistait à vérifier dans les marches d'escalier les étages jusqu'au 5e étage. Et je faisais ça sans ascenseur. Jusqu'à ce que mon contrôleur vienne me voir en train de travailler avec des béquilles. Ah, il m'a dit non, non, non. Si les contrôleurs, si l'État vient, envoie ses contrôleurs sur les sites et puis me voit comme ça, c'est la société qui va prendre un coup. Et on m'a fait arrêter. On m'a dit d'aller me soigner correctement avant de venir travailler. J'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé. J'ai gagné mon argent honnêtement. J'ai toujours gagné mon argent honnêtement. Honnêtement. Je n'ai pas eu besoin de quelqu'un, d'une femme, quel que soit ce qu'elle touche ou pas. Je n'ai jamais eu besoin d'argent de femme pour vivre. De quoi parle l'auteur quand on parle de gigolo?
Il n'y a plus d'injures. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de paroles. Vous n'avez plus d'adjectifs qualificatifs. Vous ne savez plus quel mot utiliser pour insulter Hervé Guégué. Si vous ne savez plus, vraiment, gigolo, là, c'est pas le thème approprié. Cherchez un autre thème. Sinon, gigolo, ça ne reflète pas ma personne. Quand vous dites gigolo même, ma femme rit. Parce que, elle dit de qui on parle même. De qui on parle? C'est de toi on parle? Ah! Donc, les gens, ils mentent. S'ils n'étaient pas avec toi, ils n'allaient pas comprendre que les gens savent mentir dans les vidéos. Hein. Oui, oui, les gens, ils mentent. Vous mentez beaucoup. Parce que vous ne connaissez pas ma vie. Vous ne connaissez pas du tout ma vie. Même les enfants de ma femme qui sont mes enfants aujourd'hui, ils disent ça. Ils disent, mais le tonton, un jour, il faut mettre vidéo, on va leur répondre pour dire, c'est faux. Le tonton gigolo. Donc, cherchez un autre thème. Sinon, c'est pas gigolo. Vous vous trompez. Des personnes peut-être. C'est pas moi. Voilà. Donc, je voulais vous dire d'aller chercher ailleurs. Voilà. Je le voyais en train de vomir ici les réseaux sociaux, trembler comme ça. Mais est-ce que c'est moi l'erreur? C'est pas moi l'erreur. Cherchez l'erreur. L'erreur, c'est pas moi. C'est pas moi, Hervé Guégué, qui dit que Soro est un sanguinaire et qu'il doit répondre devant un tribunal approprié. Est-ce que ça là le dit, c'est être divisionnisme ou bien celui qui n'aime pas la cohésion? J'ai dit la vérité. Je suis un sanguinaire qui s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Mon président dit, on n'a qu'à le laisser rentrer au pays. Mon président dit, venez, on va former une coalition. Mais mon président n'a pas encore dit qu'on n'a qu'à être alliés. Quand je vois des gens dire qu'on va marcher, on marche avec les soroïstes, à chaque fois, ils sont là, on va marcher avec le GPS, on va marcher avec les soroïstes. Mais vous marchez avec les soroïstes là. Moi, je suis secrétaire de section. Pour que moi, j'aille marcher avec un soroïste, j'ai besoin d'un document officiel de mon parti, du président Laurent Gbagbo, disant que désormais, on est alliés au GPS. Donc, on peut faire les choses ensemble. Tant qu'il n'a pas vu ce document et qu'on me dit non, j'ai appelé, et puis ou bien j'ai parlé, et puis oralement comme ça, on m'a dit que on peut marcher avec eux. Moi, je ne considère pas ça. Parce que je suis un responsable politique. Voilà. Ma responsabilité, c'est en face d'un document officiel. Comme ça, quand moi je sors, je sais que je suis sorti à la demande de mon président du parti. C'est ça qui est la vérité. Donc, quand vous êtes là, et puis vous êtes là, vous dites qu'on n'a qu'à forcément marcher avec eux. Moi, je dis, ne marche pas avec eux. Faites 300 000 marches. Montrez que vous pouvez trouver la population. Mais ceux avec qui vous marchez là, c'est eux qui vont venir voter Gbagbo Laurent. Vous êtes sûr? On dit non, politiquement, on ne sait jamais demain. Si le président Laurent Gbagbo passe au deuxième tour, on aura besoin de leur voix. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'ils vont vous donner leur voix? Eux, ils préfèrent encore, je vous le dis ici maintenant, ils préfèrent encore Alassane Dramane Ouattara que de mettre Gbagbo Laurent au pouvoir. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Je répète, peut-être que vous ne comprenez pas français. Ils savent, plus que tout le monde, que demain, si Gbagbo Laurent se trouve face à n'importe quel adversaire du RHDP, leur voix là, ils ne vont pas déporter ça sur vous. Jamais sur Gbagbo Laurent. Ils vont préférer prendre le RDR d'Alassane Dramane Ouattara que de prendre un Gbagboïs ou même Gbagbo lui-même. Parce que ils savent ce qu'ils ont fait au pays. Ils savent ce qu'ils ont fait. Et ils savent que le président Laurent Gbagbo est un légaliste. Et ils savent que le président Laurent Gbagbo écoute son peuple. Retenez bien cette partie. Je répète cette partie pour que vous puissiez retenir ça bien. Ils savent que Gbagbo Laurent écoute beaucoup son peuple. Oh, le peuple de Côte d'Ivoire va réclamer la justice et la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Le génocide, où est là? Vous pensez que si Gbagbo Laurent au pouvoir, il va bannir ça comme ça? Pour vous, ils vont dire non, c'est contre-productif ce que tu fais. Chacun peut déterminer ce qui est productif ou contre-productif. Moi, je sais que ce que je suis en train de dire n'est pas contre mon président, puisque c'est mon Dieu sur terre. Je sais ce qu'il peut dire pour que ça avance. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est clair. Mettez des cœurs, les amis.
Je ne vois pas, hein, je ne sais pas si vous êtes en train de mettre. Je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas les cœurs. Et puis mon deuxième téléphone n'a pas d'unité, donc c'est bloqué. Donc, mettez des cœurs. Mais le président Laurent Gbagbo, il écoute toujours son peuple. C'est pour ça qu'il a fait forum de la réconciliation quand il a pris le pouvoir. Pour écouter le peuple. Qu'est-ce qu'on reproche à qui? Qu'est-ce qu'on dit de qui? Quand il va prendre le pouvoir, il sait qu'il y a un gros travail à faire. Avant de passer à autre chose, avant de parler de réconciliation, avant de passer à autre chose, la vérité et la justice doivent être faites. Maintenant, s'il doit amnistier, il va amnistier. Mais il faut que les coupables soient reconnus. Quels sont ceux qui ont fait le génocide? Ouais. Quels sont ceux qui ont tué les BT à Gagnoua, à Dibérois, à Issia, même à Korogo? Les gendarmes qui étaient là-bas, le préfet. Ceux qui les ont tués là, ils ont leurs familles qui vivent. Donc on va passer du revers de la main, c'est-à-dire on va balayer ça du revers de la main, sans rendre justice un jour. Je répète encore qu'il aura amnistie par Laurent Gbagbo parce que c'est un homme de bon cœur. C'est quelqu'un, c'est lui seul qui peut sauver même ceux qui ont inventé les gens. Mais il faut d'abord reconnaître ton tort. Il faut que d'abord la justice te reconnaisse coupable d'avoir éventré des gens, d'avoir brûlé des gens vivants, d'avoir arraché des biens d'autrui. Il faut déjà que tu répondes de ça. Et puis après, si on doit t'amnistier ou te gracier, ça va se faire. Mais ça là, c'est pas encore fait. Et puis on vient nous dire non, ça va. Et donc eux là, ils savent qu'on doit savoir la vérité. Et cette vérité-là, Gbagbo Laurent l'a dit, qu'on doit savoir la vérité. Quels sont ceux qui ont commis les crimes? Lui, il a été acquitté. Mais quels sont ceux qui ont commis les crimes? Quand il demandait ça là, donc pour vous, quand il demande ça, ça veut dire Soro n'est pas dedans. Quand il demande ça, ça veut dire que Ouattao et ceux qui sont encore vivants là, Thio Fosier n'est pas dedans. Quand il demande ça, ça veut dire les shérifs Ousmane ne sont pas dedans, c'est Alassane Draman Ouattara seulement. Mais vous vous trompez. Oui, moi je peux vous le dire ici. Parce qu'il ne détermine pas quand il parle. Il dit, il a été acquitté. On l'a accusé de crimes contre l'humanité. Il a été acquitté, blanchi. On l'a accusé de malversation financière, détournement et tout. Mais il a été blanchi de tout ça là. Tout le monde sait que les banques BCAO, de Korogo, de Man et de On vient Boaké. d'écouter deux vidéos. La première est celle de Wilwe Jordan et la deuxième est celle d'Hervé Didier. Je pouvais mourir de rire parce que Wilwe Jordan... Wilwe Jordan dit que M. Ouattara, le nom Ouattara peut donner le tournis. Ah ouais? Le nom Ouattara donne le tournis. Ouattara, c'est un homme puissant, hein? Faut pas vous amuser. Ouattara, c'est un homme puissant. Vous savez, sa puissance vient toujours surtout du fait qu'il n'a pas peur de tuer, hein? Il n'a pas peur de terminer tout le monde pour garder son pouvoir. Et c'est où il y a toute la différence. Nous, on parle, on fait les programmes politiques, on veut venir au pouvoir normalement. Bah lui, il cherche direct la voie facile. Voilà, il cherche direct la voie facile. Et il tape dedans. Un homme qui est capable de faire la guerre à son supposé pays pour devenir président. Vous doutez encore de quoi il est capable de faire. Donc, bien sûr, au vu de ce que Soro aussi a vu, des gens sont quand même décédés. Et ce sont les gens qui voulaient être président de la République. Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, qui sait s'ils avaient été loin, chef d'entreprise, directeur général quelque part, peut-être même à l'Assemblée nationale, qui sait, peut-être ils seraient encore en vie. Mais ils étaient tout proches du fauteuil présidentiel. Ahmed Bakayoko surtout, lui, le peuple voyait en lui un futur président d'ailleurs. Le peuple l'aimait. Disait-on qu'il était gentil. Moi, je ne sais rien. Mais il y avait des œuvres qui parlaient pour lui. Donc, il était gentil. Et donc, le peuple voyait en lui une personne qui pouvait remplacer Alassane Ouattara. Et Amadou Gon Coulibaly, seulement proposé par Alassane Ouattara, parce que Ouattara voulait nous faire croire qu'il souhaitait réellement quitter le pouvoir. Sa marmaille a bien duré. Mais ces gens ne sont plus là. Donc, quand Soro voit ça, bah, logiquement, Soro doit prendre ses dispositions. Soro ne doit pas se dire Alassane Ouattara m'a pardonné. Il ne faut jamais faire cette erreur. Tu es un potentiel adversaire de Ouattara. Tant qu'il vit, il veut rester au pouvoir à vitam aeternam. Et tant que toi tu es là et que tu veux t'opposer à lui, bah vous serez des adversaires aujourd'hui, demain et pour toujours. Ceci doit être clair. Ceci doit être clair pour tout le monde. Alassane Ouattara
est dans la disposition d'une personne qui veut conserver le pouvoir. Et Soro est dans la disposition qui doit d'abord même sauver sa vie avant de chercher le pouvoir. Alassane Ouattara est tellement puissant parce qu'il est dans un boing où tous ceux qui sont là-bas veulent garder le pouvoir, même par la force. Aujourd'hui, regardez Emmanuel Macron en France, il ne respecte plus la loi. Il bafoue les textes et la Constitution. Si tout était respecté, Macron ne serait plus là. Il ne respecte même plus la démocratie. Donc, vous pouvez comprendre aujourd'hui que Ouattara est dans un groupe où il y a beaucoup de forts, des personnes qui sont militairement prêtes et qui n'ont pas peur d'attaquer, tuer. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en 2010. Et donc, si tu es Soro Guillaume, tout de suite, tu comprends que tu as affaire à un homme dangereux. Et donc, tu fais attention. Donc, oui, Willy Jordan a raison. À côté, nous avons écouté aussi Hervé Djedje là. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à ces deux vidéos. On se voit pour une autre.